Dans cette vidéo, je voudrais vous parler du magnétisme. Le magnétisme est très important dans le cadre du cours d'électromagnétisme parce que c'est le partenaire de champ électrique comme on va le voir. Et c'est les deux ensemble qui vont constituer les ondes électromagnétiques. Tout d'abord, le magnétisme n'a pas été très compris dès le départ parce que le magnétisme a été découvert un peu par hasard. Il y avait un village qu'on appelle Magnésia et on a découvert une pierre qu'on appelle la magnétite maintenant. Et cette pierre magique, un peu noirâtre, attirait les clous. Et c'est ça qui va donner l'origine à la boussole. La boussole, la plupart d'entre vous la connaissent, c'est juste une espèce d'aiguille aimantée. D'accord ? Celle-là est rouge, on va l'appeler le nord, et le sud. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la Terre a un champ magnétique qui est très important. Il n'est pas à très grande valeur, mais ses effets sont tellement importants qu'on va l'expliquer dans quelques secondes. Donc vous avez le nord géographique, le sud géographique, et quand je mets une boussole, elle va indiquer le nord. En fait, le nord magnétique de la boussole va être attiré par le sud magnétique. Je vais mettre B ici. Donc, le sud magnétique de la Terre se trouve au nord géographique. Quand vous avez une boussole qui indique le nord géographique, en fait, elle est attirée par le sud magnétique et vice-versa. Nous avons ici le nord magnétique. Et cette notion de pôle nord et pôle sud pour un aimant vient du fait qu'il va indiquer le nord géographique et le sud géographique. Bien. On a découvert une pierre magique qui attire les clous. On en a fait une boussole et ce serait intéressant que les étudiants s'amusent à créer leur propre boussole en écrasant un petit aimant, en le mettant par exemple dans une paille avec laquelle vous prenez votre jus. Vous soudez les deux côtés, vous la mettez dans un bol d'eau et vous allez apprendre à trouver le nord ou le sud magnétique de la Terre. Donc, nous avons ces deux choses qui sont très utiles. La boussole a existé avant les lois de l'électromagnétisme, longtemps avant, qui étaient découvertes un peu par hasard. Maintenant, quand on fait les expériences, qu'est-ce qu'on constate ? Les étudiants peuvent faire l'expérience eux-mêmes. Vous avez par exemple, si je mets un petit aimant avec un nord et un sud, on constate, si on ajoute de la limaille de fer, donc c'est des petits bouts, une poussière de fer, on va voir que ils vont se répartir de cette manière-là. Et ça, c'est l'expérience. Il y a une espèce d'alignement des petits bouts de fer, c'est la limaille de fer, limaille de fer. Et là, ça nous montre clairement que les lignes de champ magnétique vont partir du pôle nord pour entrer dans le pôle sud. Idem de ce côté-là, ils entrent ici. Et ça, c'est très intéressant parce que ça nous dessine directement, c'est la nature qui nous a donné un petit cadeau, on voit comment se répartir les lignes de champ autour d'un aimant. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose qu'on a constatée, expérimentalement, si je casse un aimant à ce niveau-là, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens un pôle sud et un pôle nord, et un pôle sud et un pôle nord. Si je continue à casser jusqu'au niveau atomique, qu'est-ce qu'on va trouver ? Toujours deux pôles.
N et S. La nomenclature nord et sud, comme j'ai dit, fait appel aux notions géographiques de boussole. Donc, quels que soient les mondes, même au niveau atomique, même au niveau atomique, il y a toujours deux pôles. Il y a une fois où quelqu'un avait écrit sur une revue, que je ne citerai pas, qu'on a séparé le pôle nord et le pôle sud, mais ce n'est pas du tout vrai expérimentalement parlant. Bien, et toutes les équations de Maxwell sont basées là-dessus, et ça c'est très important. Mais quand on a un champ vectoriel, quel que soit ce champ, dont le flux sortant est toujours égal au flux entrant, ça veut dire que c'est un champ de vecteurs dont le flux est conservatif. Et si le flux est conservatif, ça veut dire que la divergence de ce champ de vecteurs, on l'a déjà signalé quand on a étudié le champ électrostatique, la divergence de ce champ de vecteurs va être identiquement nulle. Donc, le flux du champ magnétique est conservatif. Et là, ça implique quelque chose de très important. Ça veut dire que si je nomme B champ magnétique ou induction magnétique, on va revenir là-dessus plus tard, à un flux conservatif, ça veut dire que la divergence de B est égale à 0. Et ça, c'est fondamental en électromagnétisme, que la divergence du champ ou de l'induction magnétique soit égale à 0. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de source de charge magnétique. On a divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Ça, c'est la première équation de Maxwell. Mais on a divergence de B est égale à 0 toujours. Ici, il y a des charges électriques. Ici, pas de charge magnétique. Et ça, c'est déjà une différence fondamentale entre le champ électrique et le champ magnétique. Du coup, au début, le champ électrique et le champ magnétique, où la notion d'électricité et de magnétisme était très séparée, très distincte l'une de l'autre. C'est pour cette raison-là, l'électromagnétisme a attendu le 19e siècle pour voir le jour correctement. Pourquoi? Parce que, bon, de la magnétite, de la pierre de magnésia, à la boussole, et aux expériences pour voir les lignes de champ, mais jusqu'à maintenant, on ne voit pas de lien, de corrélation entre le champ électrique et le champ magnétique. C'est seulement en juillet 1820 qu'un physicien, un mathématicien danois, Ørsted, il y a des gens qui écrivent comme ça, sinon on l'écrit comme ça, donc c'est du Danemark, c'est le premier, j'allais dire un peu par hasard, au cours d'un cours d'électricité avec ses étudiants dans l'auditoire, dans l'amphithéâtre, il a constaté, quand j'ai un fil qui est traversé par un courant, eh bien, la boussole subissait une rotation d'un côté ou de l'autre, ça dépend du sens de courant. Donc, il a compris, il a remarqué, observé
qu'un courant électrique peut créer un champ magnétique parce que pour influencer la position de l'aiguille d'une boussole, il faut un champ magnétique. C'est la première fois, on va dire, quelque part en juillet 1820, que Ørsted a remarqué qu'il y avait une relation entre l'électricité, c'est le courant électrique ici, et le champ magnétique. Mais il n'y avait pas tellement de fondements théoriques, ça c'est très important, et ce bonhomme, Ørsted, il a eu un parcours extraordinaire de pharmacien, médecin, physicien, chimiste, son papa était chimiste, et c'est lui qui a découvert l'aluminium, c'est le tout premier. Donc il y a une relation entre l'électricité et le champ magnétique. Ça c'est l'énigme de l'époque. Juillet 1820, Ørsted va dire qu'il y a la relation entre l'électricité et le magnétisme, mais il ne va pas donner une relation très précise, basée sur un fondement théorique, mais il va quand même donner une petite formulation de comment calculer dB, d'accord, qui est créé par un élément de courant. Eh bien, il va voir que on va voir mu0 sur 4pi, d'accord? Et puis, il va introduire pour la première fois I dn, produit vectoriel UR, par exemple. On va mettre ici UR. Mais cette relation est un peu contestée parce que ça s'appliquait à un élément, à un segment de fil, et que les gens disaient pour avoir un courant électrique, il faut avoir un circuit fermé, ce qui est vrai. Mais on va voir que ce n'est pas si faux que ça. Juillet 1820, on a cette relation qui n'est pas très fondée sur la théorie. En septembre 1820, il y a un autre physicien français qui va regarder ce travail-là et qui va en tirer quelque chose. Et c'est quelque chose qui va être très important en physique parce que c'est ce monsieur-là, ce Français, qui va introduire une ouverture extraordinaire dans l'électromagnétisme. Et ce monsieur-là, c'est Ampère. Ampère va trouver une relation très importante entre le courant électrique, donc l'électricité, et le champ magnétique. Mais avant de regarder le travail d'Ampère, je voudrais vous parler de comment agit le champ magnétique, c'est quoi ce champ magnétique et surtout comment le calculer. Comme je dis, étant donné qu'on commence à avoir une relation entre le champ électrique et le champ magnétique, on avait beaucoup travaillé sur l'électricité, on a trouvé beaucoup d'équations, beaucoup de phénomènes physiques qui sont liés à l'électricité. On va essayer d'utiliser ce bagage dans le cadre de l'analogie entre le champ électrique et le champ magnétique. Mais on verra qu'il y a des différences fondamentales. La première différence, c'est que le champ électrique provient de sources de charge. Par contre, en champ magnétique, on ne peut pas parler d'une charge magnétique, il y a toujours deux pôles, et ça va par paire, même au niveau atomique, et ça, il faut retenir. Maintenant, parlons un peu du champ magnétique. Pour commencer, on va faire une petite distinction claire, maintenant, surtout au niveau de la deuxième année, qu'il y a une différence entre le champ magnétique et l'induction magnétique. Donnons par exemple, pour le champ électrique, d'accord, on a vu que le déplacement électrique, c'est égal à epsilon fois E. Ça, c'est le champ électrique. Champ électrique. Et ça, c'est le vecteur déplacement électrique. Pourquoi déplacement? Parce que quand vous avez des charges,
vous avez des charges, une distribution de charges, Q par exemple, elle va créer, par exemple, supérieur à 0, un champ électrique. Mais l'entourage ou le milieu dans lequel ce champ électrique agit, comment est-ce qu'il va ressentir ce champ électrique? C'est comme si vous avez un sol, vous avez les vecteurs, les petits vecteurs vitesse de la pluie qui tombent en chute libre, eh bien tous les sols ne vont pas réagir de la même manière à cette pluie. Il y a des sols perméables, l'autre imperméable, il y a des roches, il y a de l'argile, il y a ceci, il y a cela. Ben, c'est la même chose. La matière qui entoure ou qui subit ce champ électrique va réagir de manière différente, ça dépend de la matière. C'est pour cela, le déplacement électrique, en fait, c'est l'action du champ électrique sur une matière, c'est le champ électrique en quelque sorte ressenti par la matière, d'où le epsilon, la permittivité du milieu qui intervient. Si c'était dans le vide, il y a quand même epsilon 0 parce que même le vide, entre guillemets, va réagir au champ électrique et ne se laisse pas passer facilement par un champ électrique, d'où le mot permittivité. Eh bien, la même chose, en magnétisme, nous avons l'induction magnétique qui est égale, d'accord, à mu fois le champ magnétique. Quand j'ai un courant, ça va créer un champ magnétique et ce champ magnétique va engendrer un B qui est égal à mu fois H. En résumé, dès que vous avez un courant, il va créer un champ magnétique. Ce champ magnétique va être ressenti par un milieu qui a une perméabilité magnétique donnée, mu, et le résultat de cette action et de l'interaction avec le milieu va générer ce qu'on appelle une induction. L'induction, c'est quelque chose qui est ressenti par le milieu quand il subit un champ magnétique. Donc, le rôle de epsilon pour l'électricité, ce qu'on appelle la permittivité du milieu, eh bien, son équivalent, c'est la perméabilité. C'est-à-dire comment le champ magnétique va pénétrer un milieu. Et il y a des milieux qui vont refuser le passage d'un champ magnétique, par exemple. Donc, regardez cette analogie. Au début, on travaille avec l'électricité et le magnétisme d'une manière séparée. À partir de 1820, on a compris qu'il y avait une relation, une corrélation entre l'électricité et le magnétisme. Ampère va sauter sur l'occasion pour établir une relation qui est très importante, aussi importante que le théorème de Gauss en électricité, par hasard. Donc, on va commencer à utiliser des analogies, malgré que le champ magnétique et le champ électrique sont très différents les uns des autres, et on va voir qu'ils vont être toujours ensemble dans une onde électromagnétique. Alors, pour cela, faisons un petit résumé. Quand j'ai une charge électrique, Q, s'il est au repos, je ne parle pas au niveau quantique, au repos, il n'y a rien qui est au repos dans cet univers, ou bien en mouvement. Eh bien, quand il est au repos, elle va créer un champ électrique et un potentiel électrique. En mouvement, elle va créer un champ électrique, un potentiel électrique et un champ magnétique. En résumé, les seuls qui peuvent créer les champs magnétiques, ce sont des courants. Une charge qui est au repos ne peut pas créer un champ magnétique. Et ne peut même pas subir la force d'un champ magnétique. On verra un peu plus tard
que les charges au repos n'interagissent pas avec le champ magnétique. Par contre, les charges au mouvement, tout en créant un champ magnétique, elle va réagir à un champ magnétique extérieur. Et ça, c'est très important. Mais on part du champ électrique, du potentiel électrique, d'accord? Ici, on a un champ électrique et le potentiel électrique, mais en plus de cela, il y a un champ magnétique, d'accord, qui va engendrer aussi une induction magnétique B, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais E a son potentiel électrique, la question, est-ce que le champ magnétique a aussi un potentiel? Eh bien, vu que la nature est différente, on verra qu'on aura un potentiel par analogie, mais ce n'est pas la même chose. Par exemple, je sais que E égale à moins gradient de V. Pourquoi? Parce que la force électrique, la force de Coulomb est conservative, donc cette force dérive d'un potentiel, et E est égal à moins gradient de V. C'est comme ça qu'on a défini le potentiel. Et on a divergence de E est égal à ρ sur epsilon 0. Et on a vu que rotationnel de E, c'est égal au produit vectoriel de nabla avec moins nabla de V, et ça c'est égal à 0. On a dit que le champ électrique n'est pas rotationnel parce que c'est égal à 0, mais c'est valable seulement dans le cas statique, c'est-à-dire que le champ dH sur dt est égal à 0. C'est-à-dire que au voisinage de là où je calcule le rotationnel de E, si j'ai un dH sur dt qui est différent de 0, à ce moment-là, cette relation n'est pas valable. Cette relation, elle est valable uniquement dans le cas stationnaire, c'est-à-dire que la dérivée partielle du champ magnétique par rapport au temps est égale à 0. Et s'il n'est pas égal à 0, on verra comment ça va changer. Donc, ça, c'est le théorème de Gauss en réalité, et ça, c'est la relation qui lie le champ électrique au potentiel électrique, et ça, c'est le rotationnel. On dit que dans le cas statique ou stationnaire, le champ électrique n'est pas rotationnel, parce qu'il est égal à 0. Qu'est-ce qui se passe pour le champ magnétique? Pour le champ magnétique, on a vu qu'il n'y a pas de source de charge, ou il n'y a pas de monopôle magnétique, il n'existe pas un aimant avec un seul pôle. Il n'y a pas de monopôle magnétique, et ça c'est très important. Donc qu'est-ce qu'on a? On a vu que divergence de B, qui est égale à divergence de mu fois H, qui est égale à mu fois divergence de H, et ça c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que le flux du champ magnétique ou le flux de l'induction magnétique est conservatif. La quantité de flux qui quitte une surface, c'est la même qui va entrer de l'autre côté, comme la Terre par exemple. Ça sort du pôle sud géographique, d'accord, et ça rentre par le nord géographique. Et le flux est conservatif. Bien, mais comme on a divergence de B égale à 0, on peut écrire que B est égal à rotationnel de A. Car divergence de rotationnel de A est égal à 0. Pourquoi? Parce que rotationnel, c'est quoi? C'est tout simplement nabla produit vectoriel, d'accord, de rotationnel de A, ben c'est tout simplement, on a dit que B est égal à rotationnel de A, et divergence de rotationnel de A est égal à 0. On va le faire d'une autre façon. Divergence de rotationnel de A est égal à 0, car divergence, c'est le produit scalaire de A. Et ça, c'est un vecteur qui est perpendiculaire à nabla, et le produit scalaire de
de deux vecteurs qui sont perpendiculaires va être égal à 0. Donc je peux dire que la divergence de B est égale à 0, ça veut dire que B peut s'écrire comme rotationné de A, et ce A, on va l'appeler le potentiel vecteur, ou le potentiel magnétique. A est appelé potentiel vecteur. Ou potentiel magnétique. Donc, j'ai E et son potentiel électrique, et nous avons B ou H et son potentiel vecteur. Déjà, les analogies commencent à venir. Bien, divergence de B égale à 0, B est égal à rotationnel de A, donc on a forcé un peu l'équivalence et on a un potentiel vecteur qui est là. Maintenant, rotationnel de H est égal à quoi? Eh bien, on va voir un théorème très important en physique, l'équivalent du théorème de Gauss pour l'électricité, qui va nous éclairer un peu comment trouver le rotationnel de H. Et là, je vais parler un peu de théorème d'Ampère. Monsieur Ampère a pris les travaux d'Ørsted, l'expérience qu'il a faite devant ses étudiants, la formulation qu'il a faite, mais avant de développer ce théorème, montrant un peu comment calculer le champ magnétique, d'accord, pour une configuration donnée. Je rappelle que s'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de champ magnétique. Maintenant, les gens ont une petite confusion des fois, le courant dans un circuit fermé, c'est vrai, mais savez, si vous avez une particule chargée, un électron par exemple, qui se déplace avec une vitesse v, eh bien, comme la quantité de charge de l'électron, il est là, puis il est là, puis il est là, etc., il bouge, accéléré ou pas accéléré, peu importe, si l'électron a un mouvement, eh bien, on aura un dq sur dt. Si je calcule par exemple de là à là, ben, j'avais une quantité de charge, puis il est parti de l'autre côté, donc ici il n'y a plus rien, donc il y a une variation de la charge sur ce trajet. Et ça, c'est par définition, c'est le courant. Donc dès que vous avez une particule chargée au mouvement, eh bien, elle va créer un courant, et ce courant va créer un champ magnétique. Mais en plus, la charge elle-même va créer un champ électrique aussi, et E. Donc finalement, quand vous avez une particule chargée au mouvement, elle va créer un champ électrique et un champ magnétique, en plus du potentiel électrique et du potentiel vecteur. Mais si en plus la particule est chargée, il va rayonner une onde électromagnétique, comme on le verra un peu plus tard. Donc, tout courant va engendrer un champ magnétique. Maintenant, supposons que j'ai un fil. Il est parcouru par un courant. D'accord? Et j'ai un point, P par exemple ici. D'accord? On va mettre un point N. D'accord? Et on demande de calculer le champ magnétique ici. Alors la première des choses, c'est, ça peut être une configuration, n'importe laquelle. Je prends par exemple un élément ici, que je vais appeler DL. D'accord? Et le champ magnétique, ou l'induction magnétique, c'est égal à l'intégrale sur toute la configuration qui contient ce courant, de mu0 sur 4pi IDL, produit vectoriel à vecteur unitaire, on va le voir tout de suite, sur R carré.
Alors le R, c'est ici. Le U, on va mettre un petit point ici, hein. P. Le U, il est là. UR. Donc le fil qui contient ou qui transporte le courant, il est là. J'ai dessiné un déplacement infinitésimal de L, d'accord, qui est dans la direction du fil, d'accord, tangent au fil, et qui a le sens égal à celui du courant. J'ai un point M quelque part, j'ai pris un point P au hasard ici, j'ai ce vecteur-là, eh bien, je prends IDL, et je fais un produit vectoriel avec ce vecteur unitaire qui est dirigé vers le point où je calcule, et j'intègre sur toute la configuration. Et cette loi s'appelle la loi de Biot-Savart. Ce sont deux physiciens français qui ont travaillé ensemble, d'accord? Parce que certains l'appelaient la loi de Biot, d'autres de Savart, mais moi je dis Biot-Savart. Et ça donne le calcul, j'allais dire, direct de champ magnétique, de l'induction magnétique. Bien sûr, on a H, ça c'est on est dans le vide. Hein. H est égal tout simplement à I de L, produit vectoriel UR, divisé par 4pi, 4pi fois R carré. C'est toujours la loi de Biot-Savart pour le champ induction magnétique, et ici pour le champ magnétique tout court. Bien, cette loi va nous servir pour calculer beaucoup de configurations, d'accord, des circuits. Ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a un produit vectoriel, c'est une intégrale vectorielle, mais on s'en sort. Ce n'est pas toujours le cas, même en électrostatique, quand on veut calculer, soit on fait appel à des symétries, et ça c'est une bonne chose, quand il y en a, mais quand il n'y en a pas, il faut passer par des artifices de calcul. Par exemple, si je veux un petit plan, ben, je sais travailler sur un anneau et puis j'intègre, c'est comme si j'avais une succession d'anneaux. Mais des fois, on peut tomber sur une configuration très compliquée où le calcul est fait d'une manière approximative. Donc ça, c'est la loi de Biot-Savart qui va permettre de faire le calcul. Félix Savart et Jean-Baptiste Biot ont travaillé ensemble, ils ont légué cette formule, mais qui s'inspire très fortement de ce que Ørsted avait fait en juillet 1820. Il avait publié ça, les gens ne s'occupent pas un peu de ce qu'il a fait, mais Biot a travaillé avec Ørsted, donc il a eu connaissance. En juillet 1820, Ørsted sort sa publication, publie ça, et en septembre, déjà Ampère travaillait sur ces résultats pour les développer. Donc, quand on veut calculer un champ magnétique dans une configuration donnée, eh bien, on fait appel à la loi de Biot-Savart, qui est une intégrale, comme j'ai dit, vectorielle. Attention, le dl que je prends ici, il est situé sur le fil qui transporte le courant, à ne pas confondre avec le dl qui va apparaître dans le théorème d'Ampère. Maintenant, Ampère va faire comme Gauss a fait pour l'électricité. Il va établir son fameux théorème qui est très très intéressant, mais un peu comme le théorème de Gauss, même s'il est toujours applicable, il n'est pas toujours pratique à utiliser. Et quand est-ce qu'on l'utilise? Quand on a des symétries. Théorème d'Ampère. d'Ampère. Ampère, c'est un physicien français, il a beaucoup travaillé sur le magnétisme, mais la chose qu'il faut retenir, c'est que c'est quelqu'un qui va faire beaucoup pour l'électromagnétisme, c'est Maxwell qui va rassembler tout ça. Quand dit le théorème d'Ampère, il dit que si je calcule la circulation du champ magnétique, eh bien, la circulation du champ magnétique, c'est quoi? C'est tout simplement, sur un circuit fermé par exemple, on va travailler avec B, l'induction magnétique, la circulation sur un élément
du parcours, dl, c'est dl, il dit que c'est la somme sur les courants de II qui sont entourés. C'est extraordinaire. Ça veut dire, si j'ai des symétries qui me permettent de calculer avec le théorème d'Ampère, eh bien ça ressemble au théorème de Gauss, mais que c'était sur une surface, c'était le flux, c'est la somme des, on va mettre des Q1, tout simplement. Et je peux dire que c'est égal à I1 aussi, si je veux. C'est équivalent divisé par epsilon 0. Et ici, je dois mettre un mu 0, un mu 0, un mu 0, si je travaille dans le vide, sinon je mets mu. Je peux l'écrire d'une autre manière, HDL, c'est égal à I1. Regardez le formalisme comme il est ressemblant, malgré le fait que le champ électrique et le champ magnétique n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ils sont corrélés, ils sont enlacés, mais ce n'est pas la même chose. Donc, ce théorème-là, on l'appelle le théorème d'Ampère. Alors attention, on verra que ce théorème, contrairement au théorème de Gauss, il n'est pas toujours valable. Ce théorème d'Ampère, il n'est pas toujours valable. Le théorème de Gauss, il est toujours valable. Le théorème de Gauss, même s'il est toujours valable, il n'est pas toujours applicable. Ce n'est pas de symétrie, oubliez le théorème de Gauss. La même chose pour le champ magnétique. Non seulement le théorème d'Ampère n'est pas toujours valable, mais en plus, il n'est pas toujours applicable, il faut des symétries. Alors, symétrie de quoi? Symétrie des courants, parce que c'est qui engendre le champ magnétique? C'est les courants. La symétrie pour le champ électrique, c'était la symétrie des charges. J'ai par exemple une sphère, si je la coupe, la moitié va porter la même quantité de charge en haut et en bas, l'hémisphère nord et sud. Donc il y a une symétrie dans ce plan. Je peux la couper de l'autre côté, on peut trouver la direction du champ magnétique et utiliser la symétrie sphérique pour avoir le champ électrique d'une manière très simple comme on l'a vu avec les sphères. Donc le théorème d'Ampère, il n'est pas toujours valable. Pourquoi? Rappelez-vous que quand j'avais dit rotationnel de E est égal à 0, d'accord? Rotationnel de E est égal à 0, si seulement si dH sur dt est égal à 0. Eh bien, ici, le théorème d'Ampère, donc H dL est égal à I1, si seulement si dE, sur dt est égal à 0. Ça s'appelle K stationnaire. K stationnaire. Stationnaire veut dire que H ne dépend pas du temps et que E ne dépend pas du temps. Et ça, c'est très important. Mais quand on a une onde électromagnétique qui arrive sur une antenne, le champ électrique et le champ magnétique dépendent du temps. Je n'ai pas le droit d'écrire ces relations-là. On verra qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger cette affaire-là. Deuxième chose qui est très importante, c'est que quand on utilise le théorème d'Ampère, attention, il faut utiliser les choses correctement. Prenons un fil infini avec un courant. D'accord? Et on me demande de calculer le champ magnétique au point M ici. Tout d'abord, si je prends un plan qui contient le point M et le fil. J'ai le fil et j'ai le plan comme ça, qui contient M. Parce que s'il ne contient pas M, ce n'est pas intéressant d'en parler. Donc, juste ce plan, c'est un plan de symétrie. Parce que celui qui est sur le point M ne voit pas de courant, ne voit pas de courant. Voilà la même chose. Donc, c'est un plan symétrie. Et, contrairement au champ électrique, le champ magnétique est toujours perpendiculaire au plan symétrique.
Donc, en l'occurrence ici, le champ magnétique va être perpendiculaire à ici. Comment trouver le sens? C'est la règle de la main droite ou du tire-bouchon. Je mets mon doigt sur le courant, sur le fil, et mes doigts indiquent dans quel sens entre le champ magnétique. J'ai le I ici, et ici, ça va donner la direction du champ magnétique, donc je peux dire qu'il est entrant ici. Ça, c'est H. D'accord? Ici, de ce côté-là, si je cherche la direction, le sens du champ magnétique, je mets le courant, donc avec mon pouce, regardez, je tourne autour du fil, il sort de ce côté-là. Donc ici, H, il est sortant. Donc pour le fil, j'ai un fil qui est ici, le courant dans ce sens, le champ magnétique entre ici, dans cette direction et ressort de l'autre côté. Si le courant était dans l'autre sens, mais bien sûr, les choses s'inversent ici. Ça, c'est très important. Tout le monde a une main droite et il suffit de l'utiliser correctement. Bien, comment est-ce qu'on peut calculer ça? Mais regardez, ici, je vais avoir comme un cercle, supposons qu'il y ait une distance R ici, ben vous voyez que le champ magnétique, d'accord? Donc le fil, il est là et le cercle, il est là. Et le champ magnétique, il va tourner sur ce cercle de rayon R. Donc partout sur le cercle de rayon petit r, on a dl, on a h parallèle à dl. Ceci implique que hdl est égal à l'intégrale de h dl, juste un produit, et qui est égal à I int. Bien. Mais si R égale constante, d'accord, j'ai 1 mètre par exemple, autour du fil, je reste à la même distance, ben la nature est juste, il n'y a aucune raison que le champ magnétique ici soit plus important ou moins important. Ici, si je suis à la même distance, ça veut dire que H est une constante. Ceci implique que H, l'intégrale de dl, est égale à I int. Je continue en haut. Ben, ça donne directement le résultat. Vous voyez l'importance de ce théorème d'Ampère, quand il est valable et applicable, il est vraiment très intéressant. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Ceci implique que H, alors, l'intégrale sur le contour fermé de dl, ben, c'est tout le périmètre. C'est tout simplement 2pi fois r, et ça c'est égal à I int. Mais c'est quoi I int ici? Le seul courant qui est entouré par le parcours d'Ampère, d'accord, ou le contour d'Ampère, ça s'appelle le contour d'Ampère. Contour d'Ampère. Il n'existe pas, c'est comme la surface de Gauss, elle est fictive. C'est une espèce d'artifice de calcul. Donc, le dl qui est dans le théorème d'Ampère, c'est un dl artificiel, fictif, sur le contour d'Ampère, que moi je dessine en fonction de la symétrie qui doit contenir le point où je calcule mon champ magnétique. Donc ici, H fois L, d'accord? Voilà, c'est H fois 2pi R, et qui est égal au seul courant qui est égal, que je trouve ici, c'est I. Ceci implique que H est égal à I sur 2pi R. Ou bien, je peux écrire que B, ou B est égal à mu0 fois I sur 2pi R. Maintenant, si j'ai ici UR, ici c'est Z par exemple, l'axe de Z, ben ça va être Eθ ici. Si j'écris ici, ben je vais mettre Eθ. Parce que le produit vectoriel de celui-là avec celui-là, eh ben il va donner Eθ, c'est un produit vectoriel d'un trièdre direct. Très bien. Donc, vous voyez comment est-ce que je peux calculer le champ magnétique d'une manière très facile.
on verra dans un exercice qu'on va faire ensemble comment calculer le champ magnétique d'un fil qui n'est pas infini. Ça, c'est un fil infini, hein, je le rappelle, moins l'infini plus l'infini. Mais si le fil était fini, on n'a pas de symétrie, on ne va pas utiliser ampère, mais on va faire un calcul direct, puis on va faire tendre les limites vers l'infini, moins l'infini plus l'infini, et on devrait trouver ce résultat. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les densités de courant volumique? Alors, vous vous rappelez, quand on a vu l'électrostatique, on a discuté de distribution de type Q, par exemple, est égal soit l'intégrale de lambda dL, ou bien l'intégrale de ρ ds, ou bien l'intégrale de ρ dv. D'accord? Eh bien, pour le courant, ben, on va avoir, par exemple, soit l'intégrale de J ds, d'accord? On peut avoir l'intégrale d'un autre J', par exemple, de dv, d'accord? Etc. Mais on parle surtout de courant surfacique. Bien, mais il existe aussi des courants volumiques, bien sûr. Maintenant, on a vu que le théorème d'Ampère me dit que H dl est égal à I. I1. Bien. Eh bien, si on parle de densité surfacique, de courant, on va avoir I au J, d'accord, est égal à I sur S. J'ai une surface, d'accord, j'ai un courant qui circule, j'ai S, et bien la densité du courant, c'est I sur S. Attention, c'est J, c'est une constante, d'accord, mais J n'est pas toujours une constante. Il y a des cas rares qui dépassent un peu le niveau de deuxième année, mais sinon, en général, on peut dire que I est égal à l'intégrale de J ds. Pourquoi? Parce que j'ai un courant qui circule, la densité surfacique, c'est quelque chose qui traverse, donc je fais un produit scalaire pour voir la partie qui sort normalement à la surface. Bien, dans ce cas, si J est une constante, elle peut sortir, d'accord, et s'il est normal ici, je vais avoir J ds, J va sortir, je vais avoir I égale à J fois S, et par conséquent, je retrouve ce que j'ai dit ici. Mais ça, c'est un cas général. Alors, quels sont les cas où J n'est pas une constante? Eh bien, je vous donne un exemple qui dépasse un peu le niveau de ce cours. Quand vous avez un câble, d'accord, d'une certaine longueur et d'un certain diamètre, D. Eh bien, si je mets un courant alternatif là-dedans, la densité du courant, s'il est continu, la densité, si I continue, alors J constante, uniforme, c'est-à-dire la même densité du courant partout. Il suffit de diviser le courant par la surface qui est égale à pi d carré et c'est terminé. Je peux l'écrire ici, J est égal à I divisé par pi d au carré, c'est-à-dire la surface. Mais si le courant n'est pas continu, c'est-à-dire alternatif, eh bien, on montre, quand on avance beaucoup dans l'utilisation, la résolution des équations de Maxwell,
que le courant va circuler seulement dans cette partie-là que je vais assurer en bleu, sur les parois. Si I égale à I de oméga, c'est singulaire, la pulsation, alors, d'accord, le courant I circule sur les parois. Autrement dit, c'est comme si j'avais un cylindre creux, il n'y a rien qui circule ici. Et ça, c'est pour les hautes fréquences, et ça, c'est très connu chez les ingénieurs. Et ça mérite une attention très particulière pour les gens qui font les réseaux, qui font l'électricité en général. Donc, mais vous, à ce niveau-là, on peut dire que G est une constante, d'accord, et que G est égal à I sur S. Bien. Maintenant, alors, on a dit que HDL, on dit qu'elle est égal à I1, eh bien, je peux maintenant écrire le théorème d'Ampère, HDL est égal à l'intégrale de JDS. Mais on a un théorème, l'équivalent de Green-Ostrogradsky, qui s'appelle le théorème de Stokes, qui nous dit que ça, c'est la même chose que l'intégrale, d'accord, de rotationnel l'intégrale de rotationnel de H ds est égale à l'intégrale de JDS sur la surface. Ça, c'était sur un contour C. Par exemple, si j'ai un contour C, eh bien ça, c'est la surface dont je parle. C'est la surface qui est entourée, enveloppée par le parcours ou le contour d'Ampère. Dans le cas du fil, on avait juste un cercle. Ça, c'était le contour, et la surface, c'est le disque. Ceci implique, comme c'est valable quel que soit ds, ça veut dire que le rotationnel de H est égal à J. Ça, c'est quelque chose de fondamental, et c'est la quatrième équation de Maxwell. Quatrième équation Maxwell. Bien, cette relation n'est pas toujours valable, elle est valable uniquement dans le cas stationnaire, c'est-à-dire que la dérivée partielle du champ électrique est égale à 0. Si vous avez une onde électromagnétique qui arrive avec un champ électrique variable dans le temps, vous n'avez pas le droit d'écrire cette relation, donc valable seulement si D, la dérivée partielle du champ électrique par rapport au temps, est égale à 0, c'est-à-dire K stationnaire. Dans le cas non stationnaire, on verra plus tard que rotationnel de H égale à J, c'est l'électricité libre, les électrons de conduction qui circulent, que j'ai poussé, que j'ai animé avec une différence potentielle, mais il faudra ajouter ce qu'on appelle un courant de déplacement, parce que si vous avez un champ électrique qui arrive sur mon fil, il va créer une force électrique. Eh bien, une force électrique va agir sur les charges, ils vont bouger. Si le champ électrique est oscillant, il oscille, sinus oméga t par exemple,
sa force va osciller avec sinus oméga t, et vous aurez des électrons qui bougent, qui oscillent, et toute particule chargée qui bouge crée un courant, donc il va créer un champ magnétique supplémentaire. Et on aura rotationnel de H égale à J, ça c'est le courant vrai que j'ai mis avec mon générateur, plus une petite partie qui vient du déplacement des charges dans le conducteur créées par le champ électrique qui varie avec le temps. Et ça, à ce moment-là, ce sera l'équation de Maxwell complète. Donc finalement, on a divergence de B égale à 0, rotationnel de H égale à J, la densité surfacique du courant, d'accord? Et ça, c'est très important. On peut l'utiliser, bien sûr. Ça, c'est le théorème d'Ampère écrit d'une manière différentielle. Mais attention, il est valable uniquement si nous avons un cas stationnaire, à savoir que la dérivée de champ électrique par rapport au temps est égale à 0. La prochaine vidéo, je vais faire quelques calculs de champ magnétique et d'induction magnétique, et puis on passera aux relations entre le champ électrique et le champ magnétique d'une manière beaucoup plus complexe. Ici, où nous avons déjà une relation, ça c'est la densité du courant, et ça c'est le champ magnétique, et ça c'est une nouveauté parce qu'au début on croyait que le champ électrique et le champ magnétique étaient quelque chose de complètement indépendant. Donc attendez la vidéo suivante où je vais entrer un peu plus dans le détail jusqu'à établir les équations de Maxwell et l'équation de l'onde lumineuse ou de l'onde électromagnétique. Je vous remercie. À la prochaine fois.